Fosifine, viva! Viva! Fosifine, viva! Viva! Fosifine, viva! 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 Mosala Nebo Memoe! Bismillah! Son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général de la Force syndicale des financiers, Frédéric Ndiaolo, Loleke, Aigle, Porte-Pique, Papa Roger, Papa Roland, chasseur d'image, Maman Pauline, de Jésus, Maître Alfred Omalukombe. Lomwananze la Fosifine aleka abandana inape. Lomwananze la Fosifine aleka abandana inape. Ale lomwananze la Fosifine aleka abandana inape. Lomwananze la Fosifine Mama malalela. Frédéric Ndiaolo, Munguna, Bob Ibombe, Munguna, Kabambi Ndende, Munguna, Ba fonctionnaire Betukwenda. Donc c'est sous vos acclamations les plus ardentes. Fosifine viva! Viva! Fosifine viva! Viva! Fosifine viva! 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 Fosifine viva! Viva! Fosifine viva! 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 Voilà, c'est par ces mots que nous débutons la formation d'aujourd'hui. Je vous prie de rester debout. Nous allons chanter l'hymne national de Bougainville, que c'est pour nous d'honorer notre pays sous le drapeau. L'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, nous assurerons la grandeur. 30 juin au soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'humanité, serment de liberté, que nous lèguons à notre postérité pour toujours. Viva, viva, Mosala Nebo Mengo. Eh bien, je vous ai toujours dit que la formation est très importante dans la vie, dans la carrière d'une personne. Je vous donne l'exemple d'un conducteur qui n'a pas appris les codes de la route. Eh bien, s'il prend le volant, il fait des dégâts dans la chaussée. Soit commet des accidents, soit il va détruire les histoires, soit. Tandis qu'un conducteur qui a eu la formation à l'auto-école, il sait que les signes que ici, c'est il faut aller à gauche. Tel signal s'indique qu'il y a la rivière. Tel signal qu'il y a la montagne. Et il va bien conduire jusqu'à destination. Dans la carrière d'un travailleur, dans votre vie, vous avez besoin de la formation. Et quand les parents nous ont pris en charge, maternelle, primaire, secondaire, universitaire, au niveau du service, il y a ce qu'on appelle les formations continue. Au niveau du syndicat, vous devez connaître vos droits et vos devoirs. Vous devez connaître l'historique
l'historique. L'historique du mouvement syndical en République démocratique du Congo. Hier de Haut-Katanga, à l'époque qu'on appelle Jekami, ils ont revendiqué les droits et ils ont obtenu même gain de cause. Et le mouvement a continué jusqu'à 1944. Et entre 1960 et 1967, il y avait pluralisme syndical. Vous devez vérifier, vous devez avoir tous les éléments de preuve entre vos mains avant de poser un acte. L'événement s'est posé. Chers camarades, qui organise les syndicats, les travailleurs dans tous les secteurs. Nous avons les syndicats d'entreprise comme SATO-CC, comme Sinatrèche à la Régie des eaux, SATO-CC à l'OCC. Ce sont des syndicats d'entreprise. Nous avons aussi des syndicats, syndicats professionnels. Alors, là, vous avez par exemple les syndicats des travailleurs des transports. Par exemple, les syndicats qui se disent les syndicats de fonctionnaires tout court. Ce sont des syndicats professionnels. Ce sont des syndicats professionnels. Je donne l'exemple du syndicat des travailleurs de port maritime, STP. C'est un syndicat professionnel. C'est un syndicat professionnel. Et vous avez enfin ce que nous appelons le syndicat des paysans. Les syndicats des paysans. Donc le syndicat des paysans, ce sont des syndicats qui fonctionnent en vertu de la convention de l'OIT et ce sont des syndicats aussi. Ce sont les 5 syndicats, cette catégorie de syndicats que nous connaissons. Les syndicats professionnels organisent les travailleurs dans tous les secteurs. Interprofessionnels organisent les travailleurs dans tous les secteurs. C'est le cas de votre syndicat qui est dirigé par Kamad Frédéric. Vous avez les syndicats professionnels qui organisent les travailleurs seulement dans un seul secteur, par exemple le syndicat des enseignants du Congo. Vous avez les syndicats d'entreprise comme SATO-CC et son Sinatrèche, et vous avez les syndicats des paysans. Mais alors, je voudrais souligner que, chers camarades, dans le République démocratique du Congo, nous avons la prolifération des syndicats parce que nous sommes déjà à 3014 syndicats. 3014 syndicats. Et lorsque vous allez regarder tous ces syndicats-là, vous n'allez pas trouver, vous allez trouver que entre 10 à 15%, les syndicats qui sont créés par des vrais fonctionnaires et les syndicats qui sont créés par les vrais travailleurs. Les autres syndicats qui restent, ce sont des syndicats qui ont été créés par des gens en chômage à la recherche d'un emploi. Alors que la Convention 87 interdit à un chômeur de créer les syndicats des travailleurs. Il peut créer les collectifs des chômeurs. Il peut créer l'association des chômeurs. Mais il ne doit pas créer les syndicats il ne doit pas créer les syndicats de travailleurs ou les syndicats de fonctionnaires ou les syndicats des paysans parce que la loi ne leur permet pas de le faire. Mais comme le gouvernement congolais a besoin de noyer les syndicats, le gouvernement ne pose pas la question de savoir d'où est-ce que vous travaillez, donnez-moi votre carte de service, donnez-moi votre dernière bulletin de paye pour qu'on puisse vous agréer comme syndicat.
Le gouvernement ne demande pas ça. Parce que lorsque nous avons beaucoup de syndicats dans un pays, la prolifération des syndicats tels que nous connaissons dans ces pays, en République démocratique du Congo, chers camarades, l'action syndicale diminue. Au fur et à mesure que nous avons beaucoup de syndicats, l'efficacité de l'action syndicale diminue. Lorsque nous avons moins de syndicats, l'efficacité de l'action syndicale augmente. Et c'est comme ça que vous avez l'habitude de dire les syndicats ne font rien. Parce que c'est ça que l'autre côté. Les syndicats ne font rien. Mais les syndicats ne peuvent rien faire parce qu'il y a la prolifération. Les camarades, il fait de le dire, il a souligné ça en majuscule. Il a dit il y a les syndicats, le syndicat d'accompagnement de l'employeur. Il y a des syndicats aussi après les élections. Ils vont aller demander l'argent chez l'employeur. Mais, chers camarades, ils n'ont pas, c'est comme ça. Vous avez accepté d'un syndicat dont le dirigeant ne travaille nulle part. Nulle part. Lorsque nous travaillons, moi je suis dirigeant d'un syndicat, mais je connais les retards de salaire, je connais les difficultés pour soigner ma femme et mes enfants quand ils sont malades, j'ai des difficultés de transport, j'ai des difficultés, beaucoup de difficultés qui m'amènent ce que nous appelons aujourd'hui des stress. Des stress amènent le diabète, amènent l'hypertension, mènent l'arrêt cardiaque et ainsi de suite. Mais lorsque moi je vais aller réclamer, je n'ai pas de concession parce que les problèmes que je réclame, ce sont des problèmes que moi je connais chaque jour. Alors je fais ça pour que je puisse obtenir, pour que moi aussi je me puisse les retrouver. Je ne vais pas prendre l'argent de l'employeur. Je ne vais pas prendre l'argent de l'employeur. Nous vivons, je pense que le camarade Frédéric qui connaît, avec les autres histoires de SMIC, il y a des syndicats qui sont en train de s'enrichir dans cette histoire de SMIC. Il va aller chez l'employeur, on a appliqué par ça, on a appliqué à côté par ça, et l'autre côté. Et on lui donne l'argent, il sacrifie les travailleurs. Mais lui, c'était chômeur. Lui, il a créé des syndicats pour faire l'argent, pour avoir de l'argent. Il n'a pas créé des syndicats pour vous défendre. Voilà, chers camarades, il faut toujours poser la question, monsieur, votre syndicat, qui est le dirigeant de votre syndicat, il travaille où? Et là, vous allez avoir l'idée exacte du syndicat. Alors, le syndicat aussi, chers camarades, c'est sur le plan idéologique. Sur le plan des croyances, de ce que vous croyez. Il y a aussi des syndicats par rapport à ce que vous croyez. Il y a des syndicats socialistes. Il y a des syndicats socialistes. C'est le cas de votre syndicat, c'est un syndicat socialiste. L'UTC, c'est un syndicat socialiste. CDT, c'est un syndicat socialiste. Et votre syndicat, c'est un syndicat socialiste. Son mode opératoire est connu. Son mode opératoire est simple. Tant que moi je travaille, je me réveille le matin, je viens au travail. J'ai le droit du progrès, la prospérité et le développement. Parce que le progrès, la prospérité et le développement sont les objectifs du travail. Vous qui travaillez, l'objectif premier que vous partez chaque matin pour travailler, c'est pour obtenir le progrès, la prospérité et le développement. Ça, c'est l'objectif. Mais lorsque vous n'avez pas le progrès, vous n'avez pas le développement, vous êtes l'objet de l'exploitation. Vous êtes exploité. Et surtout, lorsqu'on vous paye, votre salaire ne vous permet pas de sortir de la pauvreté qui est seulement, quand nous voulons calculer si nous sommes dans la pauvreté, c'est simple. Comme vous êtes là, vous pouvez faire des calculs. Les calculs, c'est simple. Vous prenez votre salaire, vous divisez par le nombre de personnes qui sont à la maison. Vous avez ce que chacun de vous gagne à la fin de chaque mois si on vous paye. Et vous prenez le montant que vous avez obtenu, vous divisez par 30. Si le montant que vous avez obtenu, vous le divisez par 30, et que vous n'arrivez pas, chers camarades, à 10 $ par jour, par personne à la maison, vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre.
Je répète, vous prenez votre salaire. Ne souvenez pas ce que madame fait là. Ce que madame fait, le matin il se réveille, il va aller vendre, il voit un peu de pain. Ne mettez pas ça. Ce que vous faites quand vous sortez là, vous avez votre garage, vous réparez les véhicules. Ne comptez pas ça. Prenez votre salaire, vous divisez par le nombre de personnes qui travaillent chez vous, qui sont chez vous. À la maison, les nièces, vos enfants, les neveux, vous divisez par le nombre de personnes. Et le montant que vous allez trouver, vous divisez par 30 jours. Si ce montant n'arrive pas à $2 par jour, par le nombre de personnes qui sont dans votre maison, cela veut dire que vous êtes pauvre. Et alors, vous êtes pauvre et à côté de vous, il y a des gens qui vivent dans l'opulence. L'opulence est têtue. Ils jettent même la nourriture, ou que moi j'ai besoin, qu'on peut même m'appeler pour me dire venez prendre la nourriture qui est restée, mais ils préfèrent jeter la nourriture. Et vous me dites que je ne puisse pas se battre. Voilà ce que votre syndicat, autant que syndicat socialiste, lutte chaque jour. C'est un syndicat socialiste. Tant que j'ai travaillé, j'ai droit à un objectif du travail. Cela veut dire le progrès, la prospérité et le développement. Est-ce que vous me souvenez, chers camarades? Voilà. Alors, il y a des syndicats qu'on appelle les syndicats chrétiens. Et là, dans le premier syndicat socialiste, ils ont la couleur rouge. Donc, ce sont des syndicats créés par l'Église catholique. Et l'Église catholique soutient les syndicats chrétiens. Vous avez les syndicats libéraux. Leur couleur se bleu. Et le syndicat libéral, chers camarades, il est plus proche des employeurs. Si on regarde le syndicat de chapeau bleu, il est plus proche de milliers d'affaires. Azan est plus proche d'un millier d'affaires. Et vous avez enfin, chers camarades, des syndicats communistes. Ce sont des syndicats qui ont l'idéologie très dure. Lorsque la lutte syndicale échoue, nous passons par la lutte armée. Ça, c'est la doctrine du syndicat communiste. Et si vous avez vu le camarade Mao, qui était un délégué syndical de paysans, passer de la lutte syndicale, la lutte paysanne à la lutte armée, lorsque vous avez vu le camarade Fidel Castro passer de la lutte, le syndicat des ouvriers de métallurgie, de passer de les ouvriers de métallurgie pour aller dans la lutte armée, c'est parce que le syndicat, la lutte syndicale a échoué. Et quand est-ce que la lutte syndicale échoue? Lorsque les travailleurs n'ont pas les acquis sociaux. Lorsque les travailleurs n'ont pas les acquis sociaux. Chers camarades, vous avez le syllabus, vous avez votre syllabus, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais il faut retenir que les syndicats est la force principale du progrès. Ça, c'est ce que vous devez retenir. C'est la force principale du progrès. Les syndicats ont leurs principes et leurs doctrines. On ne vient pas dans les syndicats pour se faire de l'argent, mais on vient dans les syndicats pour défendre les autres et pour se défendre nous-mêmes. C'est ce que votre syndicat fait chaque jour. Donc, le syndicat doit avoir les membres. Et les membres doivent cotiser pour donner au syndicat les moyens de sa politique. Les moyens de sa politique. Et il faut reconnaître que vous, autant que membre, autant que fonctionnaire ou travailleur, vous présentez la force du travail. Vous n'êtes pas une force à négliger. Vous avez les forces du travail.
votre PDG, votre ministre présente force d'argent. Et le force d'argent et avec le force du travail, quand vous les mettez ensemble, la force d'argent domine toujours. Mais nous avons un instrument. L'instrument que nous avons, c'est les syndicats. Et notre syndicat nous guide pour que nous puissions prendre la viande qui se trouve dans la bouche de force d'argent. Et pour ça, il y a des sacrifices. Vous allez perdre votre emploi, vous devez partir en prison et on peut vous tuer. Chers camarades, moi, je vous raconte une petite histoire pour moi-même. Moi, on m'avait enlevé à l'aéroport de Ndji. Je suis allé au PD ici. Et j'ai fait un mois nu. Nu. Je suis resté pendant un mois nu. Et moi, j'ai subi l'assimilation d'assassinat. L'assimilation d'assassinat. On fait comme si on est en train de vous assassiner. On est en train de vous tuer. Mais c'est une assimilation pour vous faire perdre davantage. Mais les gens ne se rendent pas compte que l'assimilation de l'assassinat, cela veut dire que vous tuez ce monsieur-là pour toujours, pour toute sa vie. Le mieux, c'est de le tuer à ce moment-là que de le laisser en vie. Parce que pour qu'il puisse se récupérer comme un homme normal, chez Kamad, moi, j'ai fait 5 ans. 5 ans pour que je récupère l'homme normal. Et j'ai été sauvé grâce à la solidarité syndicale nationale et internationale. Chers camarades, si moi je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à camarade Steven Bikaï. C'est Steven Bikaï qui avait mobilisé l'international pour que je sois sauvé. Il était la seule personne qui est venue me voir au BD là-bas. Tout simplement parce que j'étais le président de la délégation syndicale du port de Matadi. Il y a la bourgeoisie bureaucratique qui est corrompue, le coprador qui voulait prendre le port de Matadi. Moi, je les ai empêchés. Je les ai empêchés. Et si les amis de Matadi travaillent jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je les ai empêchés. Chers camarades, avant de m'enlever, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont amené à Brazzaville là-bas. Et ils m'ont donné une enveloppe de 40 000 $. Alors, quand on m'a donné 40 000 $, chers camarades, j'ai vu directement les grilles du port de Matadi. J'étais à l'hôpital Mbamou Palace, j'ai vu directement les grilles du port de Matadi en train de prendre les Thompson et tout ça. Et quand ça tombe là-bas, ils s'agitent, comment les travailleurs viennent s'arracher pour prendre ça. Je n'ai pas accepté cet argent. Et voilà la raison principale, chers camarades, qui fait que aujourd'hui, chers camarades, aujourd'hui, je suis à l'international. L'international n'a jamais oublié les sacrifices que moi j'ai endurés pour empêcher la privation du port de Matadi. Et vous devez le faire aussi. Vous devez le faire aussi. Chers camarades, nous avons des syllabus. Vous allez éventuellement acheter des syllabus et vous allez voir tout ça à l'intérieur de syllabus parce que le secrétaire général a dit que vous allez seulement rembourser les frais d'impression et gardez ça très bien, ça va vous aider avec beaucoup de choses. Droit du travail. Chers camarades, le droit du travail est qualifié comme le droit partisan. Le droit du travail est qualifié comme le droit partisan. Parce que le droit du travail protège que les travailleurs, mais ne protège pas l'employeur. S'il le protège, ça ne présente que 10%. Mais 90% de la législation en matière du travail protège toujours les travailleurs. C'est à la suite de la lutte que nous avons menée et les gens ont reconnu comment nous avons perdu beaucoup de camarades. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis
cette disposition-là qui nous couvre. C'est les droits partisans. Mais dans le droit du travail, chers camarades, il y a l'architecture du droit du travail. Il y a l'architecture du droit du travail. Premièrement, le droit du travail commence avec les normes internationales du travail. Lorsque nous parlons de normes internationales du travail, cela veut dire que nous voulons parler des conventions et les recommandations de l'OIT, les normes internationales du travail. Et aujourd'hui, chers camarades, nous avons 192 conventions. www.ilo.org/convention. Vous mettez /convention et ILO, ILO. Et vous allez trouver toutes les conventions de l'OIT. Toutes les conventions de l'OIT là-bas. Il n'y a pas un seul secteur où l'OIT a oublié de mettre une convention. Il n'y a pas un seul secteur. Hôtellerie, construction, transport maritime, transport fluvial, transport aérien, tout, fonction publique. Et d'ailleurs, il y a une convention phare de la fonction publique. Donc, il n'a rien oublié, tout est là. Chers camarades, les conventions de l'OIT ont un caractère obligatoire et imposable. Ont un caractère obligatoire et imposable. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo est le pays cofondateur de l'Organisation internationale du travail. Cofondateur de l'Organisation internationale du travail. Et ce premier acte, quand on a venu dire au président Kasavubu, est-ce que vous adhérez en 1962, quand on a dit au président Kasavubu, est-ce que vous adhérez à l'OIT? Il dit non, moi je n'adhère pas. Comment je peux faire pour être le fondateur de cette organisation? Ils ont dit non, mais signez seulement la Constitution. Le président Kasavubu n'a pas adressé une lettre de demande d'adhésion, mais le président Kasavubu a signé la constitution de l'OIT qui fait de l'RDC le pays fondateur de l'Organisation internationale du travail. Est-ce que nous comprenons? Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, toutes les conventions de l'OIT sont imposables à la République démocratique du Congo. Toutes les conventions de l'OIT sont imposables à la République démocratique du Congo. Lorsque vous partez dans une entreprise, vous allez parler par exemple du salaire des gens, comment payer les salaires, comment calculer les salaires. Et si quelqu'un vous dit, ah non, voilà, vous dites la convention de l'OIT qui parle des salaires, ou du travail de nuit pour les femmes, ou le travail des enfants. Et il dit, mais non, mais nous n'avons pas ratifié ça. Il faut dire que la RDC, c'est un pays cofondateur de l'Organisation internationale du travail et toutes les conventions de l'OIT lui imposent. Deuxième étage, ce sont les dispositions légales. Les dispositions légales, chers camarades, ce sont des décrets, des ordonnances signées par le président de la République en matière du travail. Et ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons que 2 documents qui ont été signés par le président de la République et qui parlent en matière du travail. Le premier document, c'est le Code du travail. Le deuxième document, c'est le statut des agents de l'État. C'est ça qu'on appelle les dispositions légales en matière du travail. Les dispositions légales en matière du travail, ce sont des ordonnances, les décrets et autres signés par le président de la République, et nous n'avons que 2 en République démocratique du Congo. Troisièmement, nous avons les arrêtés. Dans les arrêtés, chers camarades, nous avons des arrêtés signés par le gouverneur,
et les arrêtés signés par les ministres. Ce sont des dispositions réglementaires. Il y a les dispositions légales, il y a les dispositions réglementaires et il y a les dispositions conventionnelles. Lorsque nous parlons de la convention collective, c'est une disposition conventionnelle. Lorsque nous parlons du protocole d'accord après une réunion paritaire, c'est une disposition légale et ça fait partie des droits du travail. Donc, nous avons les conventions de l'OIT qui ont un caractère obligatoire et imposable à tous. Nous avons les dispositions légales, ce sont des documents du travail signés par la loi en matière du travail signés par le président. Nous avons que 2 en République démocratique du Congo. Nous avons les dispositions réglementaires, par exemple l'arrêté numéro 043, l'arrêté numéro 140, l'arrêté numéro 013. Donc, chers camarades, les dispositions conventionnelles sont possibles qu'avec les partenaires sociaux. Sont possibles qu'avec les partenaires sociaux. Par exemple, le ministre ne peut pas se trouver sain, il dit non, moi je vais faire la convention. Non, pour que la convention puisse être valable, il faut que les syndicats soient là. Pour qu'une convention collective soit valable, il faut que les syndicats soient là et les syndicats des employeurs aussi soient là. Là, ce sont des dispositions conventionnelles. Et souvent ici, je suis à la radio, souvent, à la radio ou bien à la télévision, et on parle les partenaires sociopolitiques. Chers camarades, le nom des partenaires sociaux, conformément aux dispositions légales, réserve au gouvernement, aux syndicats des travailleurs et les syndicats des employeurs. Ce sont les partenaires sociaux. Quand on parle de partenaires sociaux, ce sont les 3. Ils ne sont pas 4, ce sont les 3. Et c'est comme ça que, camarade de Félix, qui est votre secrétaire général, appelle toujours le gouvernement, monsieur le partenaire. Il appelle le ministre, monsieur le partenaire. Excellence, monsieur le partenaire. Il ne l'appelle pas monsieur le ministre, il appelle le partenaire. Parce qu'il vient du gouvernement. Et le ministre, quand il appelle les syndicats, il appelle toujours monsieur le partenaire. Ce sont des partenaires sociaux. Donc, lorsque vous écoutez un communiqué, on appelle les partenaires sociaux, cela veut dire qu'on appelle les syndicats de travailleurs, les syndicats des employeurs et le gouvernement. Donc, les 3, ce sont les 3 partenaires sociaux qui sont reconnus par les normes internationales et les normes nationales. Donc, lorsque les gens de la politique se rencontrent pour faire leur réunion ou faire ceci, ils ne sont pas des partenaires sociaux. Ce ne sont pas les partenaires sociaux. Ce sont des partenaires politiques. Ou les partenaires ne sont pas des partenaires sociaux. Donc à partir d'aujourd'hui, chers camarades, quand vous écoutez partenaires sociaux, cela veut dire les travailleurs, les travailleurs ou les fonctionnaires. Bon, maintenant, l'OIT vient de changer, il appelle ça les salariés, les syndicats des salariés, les syndicats des employeurs et le gouvernement. Et enfin, nous avons toujours dans l'architecture des droits du travail, nous avons ce que nous appelons les justes et coutumes. Je vais vous donner un exemple. Les justes et coutumes, ce sont des pratiques que nous faisons dans le milieu du travail, mais qui ne se trouvent pas dans les dispositions, ni dans la convention de l'OIT, ni dans les dispositions légales, ni dans les dispositions conventionnelles, ni dans les dispositions réglementaires. Ce sont des habitudes que nous appliquons. Vous vous rappelez les anciens qui sont ici, nous on appelait à l'époque, avant 90 et avant 90, on appelait les jetons de présence bien. Est-ce que ma fou dit bien? Donc c'est comme ça qu'on appelait les jetons de présence. Alors, nous avons, c'était l'habitude qui était acceptée par tout le monde, mais que ça ne trouvait nulle part. Il a fallu que nous puissions mettre en place la convention collective interprofessionnelle du travail en 2004, je pense, 2003, pour que nous puissions intégrer les jetons de présence à l'intérieur. Et les jetons de présence se sont devenus un droit du travail. Ça fait partie du droit du travail, jetons de présence. Et c'est comme récemment les terres syndicales. Les terres syndicales, c'était le juste coutume. C'était le juste coutume. Mais il a fallu la proclamation des élections en 2013 de la fonction publique pour que le ministre de la fonction publique, dans son arrêté, il puisse mettre les terres syndicales.
Maintenant, l'intersyndicale est connue comme ça fait partie du droit du travail. Les us et coutumes en matière de travail. Pour retenir, chers camarades, il faut retenir seulement ceci. Il y a une architecture en matière de droit du travail. D'abord, le droit du travail est qualifié comme le droit partisan. Parce que ça donne beaucoup d'avantages aux travailleurs et aux fonctionnaires, moins à l'employeur. Et dans l'architecture, vous avez les conventions et les recommandations de l'OIT qui ont un caractère obligatoire. Vous avez le disposition légale. Chez nous, ici à RDC, nous avons que le Code du travail et les statuts des agents de l'État qui ont été signés par le président. Vous avez les dispositions réglementaires, comme ce que Madame, Son Excellence, Madame la Première ministre vient de signer en matière de SMIC. C'est une disposition réglementaire. Et nous avons des dispositions conventionnelles. Ce sont des conventions collectives qui sont les accords des parties. Les accords des parties. Il y a des parties qui se rencontrent, ils vont négocier la convention collective, ils vont négocier le protocole d'accord, et là, on appelle ça des dispositions conventionnelles. Et ça engage les deux parties. Et si l'une des parties viole, l'autre partie peut rester en justice. Donc c'est ça. Et enfin, nous avons les us et coutumes. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Voilà. Mais dans le Code du travail, nous avons au total, chers camarades, 27 chapitres. Nous avons 27 chapitres et je ne sais pas vous dire ça ici. Mais je voudrais seulement vous définir quelque chose que nous faisons trop de la confusion. La définition des travailleurs et la définition des fonctionnaires. Les travailleurs, c'est une personne physique qui exerce ses fonctions manuelles, ouvrières et intellectuelles au profit d'une personne physique ou morale qui lui paye la rémunération. Les travailleurs, c'est une personne physique qui exerce ses fonctions manuelles, ouvrières et intellectuelles au profit d'une personne physique ou morale et qui lui paye la rémunération. Celui-là s'appelle travailleur. Le fonctionnaire, c'est une personne physique qui exerce ses fonctions manuelles, ouvrières et intellectuelles au profit des pouvoirs publics, et qui lui paye la rémunération. Celui-là, on l'appelle fonctionnaire. Et qui est le chômeur? Le chômeur, c'est une personne physique en quête du travail, qui dispose d'une qualification, mais qui est en train de chercher du travail. Il a la qualification, mais il cherche du travail. Celui-là, c'est le chômeur. Les sans-emploi, c'est une personne sans qualification, mais qui cherche du travail. Le chômeur, c'est une personne physique avec la qualification, mais qui cherche un emploi. Et le sans-emploi, c'est une personne physique sans qualification, mais qui cherche un emploi. Voilà, ça ce sont des définitions qui sont fixées par l'Organisation internationale du travail que j'ai voulu aussi partager avec vous. Encore une fois de plus, je vous demande si vous avez des questions de remettre au secrétariat de cette formation. Et moi, je vais récupérer ça et demain, avant de commencer, je vais essayer de répondre. D'abord, qu'est-ce que signifie le syndicat? Quelle est l'idéologie des syndicats? L'idéologie des syndicats, c'est quoi? Et troisième question, vous allez vous définir, pas définir, mais expliquer brièvement l'architecture du droit du travail. L'architecture du droit du travail.
Et pourquoi on appelle les droits du travail les droits partisans? Ça, c'est la quatrième question. Le droit partisan. Pourquoi on appelle les droits du travail les droits partisans? Je tiens à remercier le secrétaire général de m'avoir donné cette occasion. Je suis toujours à sa disposition. C'est de servir. Et pour servir, nous devons connaître également comment faire. Les intervenants qui viennent des partis, il nous a parlé comment tenir les réunions, tout ça. Tout ça, c'est l'ensemble. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il a dit quelque part, ici, je l'ai bien suivi, même s'il faut tenir des réunions, il faut demander non seulement la permission, mais l'autorisation. Et comment ça peut se passer? Comment demander l'autorisation au cas où on ne vous accorde pas cette autorisation-là? Et dans l'administration publique également, quand même que nous n'avons pas informé, excusez-moi, quand même que nous n'allons pas informer, et il y a un principe, quand vous informez, vous devez attendre également une réponse. Et la prescription est de combien d'heures ou de combien de jours? Parce que un syndicaliste, c'est un agent respecté et qui respecte également les lois. Non seulement parce qu'on est syndicaliste, on peut tout faire. Parce que nous sommes dans l'administration, parfois également nous ne comprenons pas les comportements de certains syndicats qui s'affichent dans l'administration. Et parfois nous sommes éclairés pour voir que, et ça demande vraiment que tout ce monde-là soit quand même renforcé la capacité. Nous comprenons, nous venons de quelque part. Auparavant, il y avait des syndicats, quelqu'un qui se réveille le matin et il fait par tous les moyens, il obtient l'autorisation au niveau de la fonction publique pour exercer ses activités syndicales dans l'administration publique, mais quand nous remarquons en soi, il n'est pas assis. Et lorsque nous avons fait les recensements bientôt, on a fait les recensements des syndicats, il y a un critère qu'on avait mis, l'accent c'est visite des sièges. Et je vous dis, il y a plusieurs syndicats, ils n'ont pas de siège. Mais ils fonctionnaient comment? Donc nous ne pouvons pas revenir, se réveiller un petit matin et dire que voilà, j'ai créé mon syndicat et c'est non. Il y a des normes qu'il faut respecter. Et ces gens-là, les adhérents doivent, les syndiqués doivent également être formés. C'est la raison pour laquelle vous allez voir d'autres syndicats qui mènent des activités, des actions qui ne s'aboutissent même pas pour moi parce qu'ils ne savent pas comment faire et comment porter les problèmes des syndiqués amenés vers l'employé. C'est ça également tout ça. La déontologie en soi c'est quoi? La déontologie, étymologiquement parlant, vient du mot grec qui signifie déo. Déo et ontos. Ce qu'il faut faire, c'est ça la situation. Autrement dit, ce qu'il faut faire. C'est ça qu'on appelle la déontologie. Déos et os. Ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous êtes syndicaliste, quelle est votre mission? Vous êtes là pour voir. Et l'autre fois, dans d'autres articles de l'INAP, de commission paritaire, il s'est posé quelque chose, le mot que nous avons placé même dans la loi. Un délégué et un permanent. Et quand vous allez voir dans la loi, nous parlons beaucoup plus d'un délégué et ça crée un problème pour nous dire que non, on ne pouvait pas mettre un délégué. Il y a une grande différence entre un délégué et un permanent. Et là également, quel est le rôle du délégué et qu'est-ce que le permanent peut faire? Dans quelle matière, quel est le champ d'application de chacun? Et là aussi, vous devez comprendre que non, moi étant délégué, j'ai mes limites. Et le permanent également doit aussi comprendre que non, je ne peux pas s'initier dans une affaire qui concerne les délégués.
tout ça, l'ensemble, nous pousse un peu à comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est ça qu'on appelle qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la déontologie. Il y a plusieurs définitions pour expliquer la déontologie. Mais je pense que dans d'autres occasions, on parlera beaucoup plus en profondeur ce que c'est la déontologie. Parce que même la Rousse définit la déontologie. La déontologie, ça se fait, comme j'avais dit tantôt, dans chaque corps. Vous allez voir même dans le corps des magistrats, on parle également de la déontologie. Si vous êtes au barreau, on parle également de la déontologie des avocats. Comment ils peuvent se comporter eux aussi. Et dans l'administration également, il y a la déontologie. Cette déontologie, la loi 25 base 046 nous parle également de la déontologie. Et il y a tout un décret loi, les décrets qui parlent du code de conduite de l'agent public de l'État, à son article 3, voire même à son article 16, qui parle de tout ce que nous avons dit ici. Là, ça concerne tout agent des services publics. Parce qu'il y a une différence, un agent de service public et un agent de carrière des services publics. C'est ce que je dis chaque fois à ces lois et ces juges écoutez. Oui, moi je suis l'administrateur directeur exécutif de l'Institut du travail d'Afrique centrale. C'est une organisation internationale non gouvernementale. Nous sommes chargés des questions de formation, la défense des intérêts des travailleurs. Ça veut dire que nous travaillons pour aider les syndicats à réaliser les objectifs de leurs membres. Ça, c'est notre travail. Et ici, je suis là ici à l'invitation de notre camarade qui est le secrétaire général de son syndicat. Il m'a appelé pour que je puisse l'assister. Mais en même temps aussi, il est membre du conseil d'administration de l'État. Le camarade est membre du conseil d'administration de l'État. Et nous sommes venus ici, comme il a dit, c'est pour donner aux militants les matières. Parce qu'un syndicaliste, un militant syndical qui n'est pas formé, c'est un véritable danger. Donc il faut les former pour qu'ils puissent connaître ses droits et ses obligations. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Les professionnels, il faut savoir comment se défendre, et défendre leurs intérêts, leurs droits dans la vie. C'est ça l'objectif principal. Il doit avoir des membres formés dans le milieu professionnel. Il ne manque jamais de problèmes. Et quand il y a des problèmes, il faudrait envisager aussi des solutions. Et pour envisager des solutions, il faut avoir des gens formés pour avoir la matière, comment ils peuvent trouver des solutions au milieu du travail. C'est pourquoi l'intérêt de former la base dans ce que nous sommes en train de faire. La formation va prendre 3 jours. Le dernier jour, le samedi, on va même délivrer des brevets de participation. On va clôturer la formation. Donc c'est permis pour la formation. C'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui n'arrivent pas à former leurs syndiqués. Et avec notre secrétaire général Ndiaololo, Aigle, toujours l'Icolo. Donc nos syndicats sont bien formés. Et lorsque nous allons descendre sur le terrain, il y aura toujours l'engouement et édic, ministère de l'Éducation et la nouvelle citoyenneté, en tout cas, syndicat possible et au Kennedy dans ma province. Même dans ma village, parce que chez nous, c'est jusqu'aux écoles. École, dans ma village. Syndicat est au coma, possible, toujours en forme. Moussalande Bomembo. Toza Nesengo Mingi Lelo, pour la formation de la force syndicale des financiers. Ça fait beaucoup de temps où ma camarade Toadera est belé.
tosala formation te mais lelo toye à travers Aigle Nabiso, le secrétaire général Frédéric Ndiaololo, il a fait en sorte que les membres naïe et les syndicats naïe bazala na flouté bayeba que c'est que le syndicat bayeba c'est quoi les objectifs et les syndicats bayeba pe ma convention différentes conventions où ils ont régir syndicat pour être makambu oyo donc on mena la action syndicale sur terrain et dans la fondée alors tozane sengo mingi ndenge toye lelo donc to sepeli makasi toza kozela passe za 3 jours les 2 jours à liboso tozane sengo matière eza makasi yango tozana kosepela tozosenga nzambe abomba ye mikolo mwa ebele peut-être ayeba kokotie biso tina suka voilà un peu ça que nous pouvons expliquer to sepeli la formation oyo to sepeli makasi eza bien pona biso ba misusu oyo pona Fosifine tozokende liboso Fosifine viva na viva musala nde bomengo napesi merci na CG zamba pambola amema yo penza na ba initiative oyo osali ya bien eza bien pona ofungola biso esupe ba mémoire o toyebaki te toyebi na grâce na yo nde toyebi yango napesi yo merci na sepeli vraiment biloko ya boye nde eza bien. Fosifine, viva! Viva! Fosifine, viva! Viva! Fosifine, viva! 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 Mosala Nebo Memoe! Bismillah! Son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général de la Force syndicale des financiers, Frédéric Ndiaolo, Loleke, Aigle, Porte-Pique, Papa Roger, Papa Roland, chasseur dimanche. Maman Pauline, de Jésus, Maître Alfred Omalokombe. Longwananze la Fosifine aleka abandana inape. Longwananze la Fosifine aleka abandana inape. Ale longwananze la Fosifine aleka abandana inape. Longwananze la Fosifine mama ngalalela. Frédéric Ndiaolo, Munguna, Bob Ibombe, Munguna, Kabambi Ndende, Munguna, ba fonctionnaire Betukwenda, pour voter, Fosifine, Samba Shimbashi, Tadisa na Beto, Iatabashika, Kakampana. Longwananze la Fosifine aleka abandana inape. Longwananze la Fosifine aleka abandana inape. Ale longwananze la Fosifine aleka abandana inape. Longwananze la Fosifine mama ngalalela. Mami Boboli, Munguna, Dengeneza, Munguna, Mama Niki, Munguna, Nora Adam, Munguna. Watumishi ya serikali, sisi wote tuchague Fosifine. Watumishi ya serikali, sisi wote tuchague Fosifine. Baïna kuna m'écouté combien? Baïna kuna m'écouté 0. Fosifine m'écouté 1000. Ma Chobo Joseph Tangolingoli, ministère des Mines. Mireille Mambo, Senapi. Fosifine, force syndicale des financiers. Kolobeli na biso ba fonctionnaire. Ya kosunga biso poto kende liboso. Mama ye. Esengo ya kozala na Fosifine. Esengo ya kopona Fosifine.